Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Au sommaire de cette émission, nous allons dans la première partie parler de musique, parler de littérature, de photos et de théâtre également. Dans la deuxième partie de cette émission, toujours du théâtre avec la Chaperie qui reçoit la Smart Company et puis la Pérenne Company qui ira jouer au théâtre de l'Écluse. Dans la troisième partie, Marie-Danielle Le Tessier nous fait le plaisir de revenir dans cette émission, le festival de la caricature et du dessin de presse qui aura lieu à Mulsanne le 14 et 15 mai prochain, et on terminera évidemment comme d'habitude avec Matt, notre spécialiste des comics. Salut ma petite Dani. Bonjour mon petit Julien. Comment ça va? Bah ça va bien. Amélie Nothomb pour la littérature adulte et un joli livre qui s'ouvre et qui fait plein de un coffret magique presque. Bah presque. Pour les enfants. Pour les enfants. Clélia Vega, bonsoir. Bonsoir. Clélia, vous jouez au studio Marie l'Enfant 11, 12 et 13 mai prochain. Des nouvelles chansons, nouveau répertoire, le dernier album 2010 pour Silent Revolution. Vous jouez avec Amoché qui assurera la première partie. Ça veut dire, Clélia, qu'on aura la chance de vous réentendre sur disque dans pas longtemps? Oui. Ah, quand? Ouais, bah ça je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai depuis une semaine franchi une énorme étape, puisque j'ai fini l'enregistrement de mon second album. D'accord. Alors j'en suis à la phase mixage, mais là j'avais besoin d'entendre tous mes morceaux les uns à la suite des autres dans un ordre que j'ai un peu arrangé pour pouvoir finir le travail sur la globalité sur l'album. Donc j'en suis là, mais globalement pour moi c'est énorme parce que j'ai vraiment eu du mal à passer cette étape-là. Alors il y a eu quand même un concert au Barouf qui était une sorte de prémisse aussi pour montrer un petit peu aux gens. Mais c'est ça, moi ça faisait quand même un moment que certains morceaux existaient, donc les plus vieux ont 4-5 ans et j'ai fait plein d'autres choses depuis et j'avais quand même très envie de reprendre la scène avec mes chansons à moi et d'avoir recommencé à bosser avec Chloé, ça m'a donné hyper envie de partager à nouveau, j'avais très envie de les partager ces morceaux-là. Et en octobre, c'était la toute première mouture, donc on était toutes fragiles, toutes neuves, toutes bébés, quoi, avec ce nouveau morceau. Est-ce qu'on peut dire que vous jouez un petit peu plus sur cet album, Clélia, ou c'était un peu déjà le cas sur Silent Revolution? Enfin, en tout cas, dans le concert, puisque j'étais là du coup au Barouf, on voit vraiment que voilà, il y a la guitare et vous assumez le fait de chanter et de jouer en même temps, quoi. Mais en fait, je suis passée par plusieurs étapes dans ma construction en tant que chanteuse. J'ai enregistré une grosse partie des instruments sur Silent Revolution. Il y avait un pianiste qui faisait les parties un peu plus ardues. Mais moi, j'avais fait la démarche de ne plus jouer d'instruments sur scène. Je voulais être uniquement chanteuse. Et depuis la sortie de Silent Revolution, j'ai eu une démarche d'instrumentiste. J'ai eu envie d'apprendre un instrument, parce que la guitare, je n'en jouais pas du tout. Il y a 6 ans, je n'y avais jamais touché. Donc en fait, j'ai vraiment eu besoin d'un instrument plus nomade que le piano, qui est c'est plus difficile de se trimballer son piano à soi. Donc j'avais envie de quelque chose de plus nomade, qui me permette aussi de découvrir une nouvelle façon de composer. Ça n'a rien à voir. Et du coup, à m'approprier petit à petit cet instrument, j'avais envie de le jouer, du coup j'avais pas envie que quelqu'un le fasse à ma place, ça aurait été un peu facile, j'aurais pu le faire à une époque, et puis là j'ai eu envie, j'avais la trouille au mois d'octobre au Barouf, c'est la première fois que je prenais la guitare devant des gens, ça signifie aussi d'assumer un peu que si t'es guitariste, même si voilà. Et oui, donc du coup c'est aussi très différent dans l'interprétation, j'avais envie d'être plus interprète, mais ça voulait dire aussi de la musique de mes morceaux. Alors vous êtes toujours accompagné avec Chloé Giraudon, qui est au violoncelle. Et de la batterie aussi, maintenant avec Thomas Broumich. C'est ça, on travaille avec Thomas Broumich. Alors on a commencé à travailler ensemble au mois de juin l'année dernière. J'avais envie de voir, je savais pas du tout où on allait aller. J'avais jamais mis de batterie vraiment sur les morceaux que j'avais écrits à cette époque-là. Et puis on s'est super bien entendu, mais c'est toujours un peu comme ça que ça se déroule avec les musiciens avec lesquels je travaille. Il y a un truc humain d'abord qui se passe. Et qui donne envie plus que besoin en fait du travail ensemble et donc ça a super bien accroché avec Thomas et très naturellement on a commencé à travailler des morceaux qui ça s'est imposé en fait le fait qu'il y ait la batterie, puis Thomas c'est un excellent batteur qui est très très fin et du coup ça a permis une approche de la batterie vraiment comme un instrument total. Moi je découvrais la batterie et c'est vraiment un instrument magique et approcher la batterie que de cette façon là, très musicale, très tellement vaste, tellement varié, ça a permis, on peut tout faire. Exactement. Alors,
Si on prend la musique qu'on pouvait écouter dans Silent Revolution et dans le prochain album, est-ce qu'on sera, je sais pas si c'est un cliché, hein, le côté batterie, est-ce que c'est un peu plus rock que trip-hop ce qu'on pouvait écouter avant? S'il faut, faut mettre des cases. S'il faut mettre des cases, voilà. effectivement c'est beaucoup moins trip-hop, puisque parce que ça s'est fait comme ça en fait. J'ai pas essayé d'aller dans une veine, j'ai encore laissé venir beaucoup les choses. Pour autant, est-ce que c'est plus rock? Je sais pas, je crois que ça reste résolument folk. Oui, ça c'est sûr. Voilà, ça reste, je crois que ça reste très folk. Je suis pas encore assez, j'ai pas encore assez de recul par rapport à mon album pour te dire exactement. Enfin, je sais pas. Studio Marie l'Enfant, 11, 12, 13 mai. Vous l'abordez comment par rapport au concert du Barouf, du coup celui-ci, parce qu'il s'est passé 6 mois maintenant. Oui, alors du coup on a fait quelques ajustements avec Chloé sur ce qui se faisait, enfin sur ce qu'on avait senti bien et pas. On a fait un concert privé donc dans un appartement, tous les trois. C'est la première fois qu'on jouait tous les trois ensemble. Ça a été très fort pour nous trois. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il s'était passé quelque chose de très fort. Et du coup oui, plein d'ajustements. La première fois qu'on va le présenter en public avec Thomas, c'est très fort pour moi du coup de pouvoir passer ce cap-là. Et donc oui, on a travaillé, on va essayer de sortir encore je ne serai pas uniquement à la guitare, Chloé ne sera pas forcément uniquement au violoncelle. Enfin voilà, on essaie de bousculer un peu, de sortir de nos espaces de travail habituel. Vous évoluez aussi au sein des Sugar Shack avec Lola Bay et puis avec Nadia Simon. Ça vous a servi aussi, Clélia, ce nouveau projet? Ça fait quoi, 1 an et demi maintenant, 2 ans? 2 ans et demi les Sugar Shack. 2 ans et demi les Sugar Shack. Ça vous a servi aussi énormément. Énormément, parce que vraiment, j'ai tout ce que j'ai fait comme... Tout ce que j'ai fait comme date, comme concert, comme en tant que Clélia Vega, c'est bizarre de parler de toute cette personne, mais sur ce projet, sur mon projet solo, j'ai avancé en tant qu'unique. J'avais pas vraiment de repères comme chanteuse, comme voilà. Et c'était vraiment, j'avais les yeux tout neufs, tout voilà. Et de travailler avec les filles qui, elles ont eu les mêmes questionnements que moi en fait, ça nous a permis de confronter plein de choses. Oui, parce que chacune d'entre vous avait un projet perso. Enfin d'ailleurs, ont des projets perso d'ailleurs. Bien sûr, toujours. Et du coup, ça nous a permis de mettre en commun un peu nos aventures et nos savoirs. Et puis, on a beaucoup tourné. On a beaucoup travaillé et ça a été extrêmement enrichissant pour moi. J'ai vraiment, on a fait énormément de dates et on peut pas dire, même si tu travailles beaucoup chez toi, tu te forges comme ça aussi. Hein. Vous étiez d'ailleurs à la réouverture de la Guinguette samedi dernier sur les bords de Sarthe. Un petit mot sur Amoché, Clélia, qui assurera la première partie. Alors, Amoché, c'est... Je sais pas. Vous savez pas du tout. Non, je sais pas. Amoché, c'est un projet, alors je vais essayer de citer, mais je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit. C'est le projet Total Food Track de Thierry Mabou. D'accord. Ah oui. Qui a été travaillé exclusivement. Je savais même pas que c'était Thierry qui disait ça. Personne ne le sait. Ah oui, c'est ça. Voilà, en fait, ça va être exactement. C'est un projet, c'est travaillé, ça va être sortie de résidence. Quoi. Ouais. Paf. D'accord. Riti, qui bosse beaucoup avec la compagnie Marie l'Enfant en tant que danseur, avec qui vous avez collaboré sur Losing My Religion, notamment sur Driving Static Motion, avec Siesme notamment. Merci beaucoup Clélia. Donc 11, 12 et 13 mai au studio Marie l'Enfant, donc avec Amoché, Chloé Giraudon et puis bien sûr Thomas Brousse-Michon. Exactement. Merci Clélia, vous restez avec nous encore quelques minutes. Vous lisez Clélia beaucoup? Beaucoup. Ouais. Quel type de littérature? Beaucoup de polars. Beaucoup de polars. Là, c'est pas un polar, Amélie Nothomb? Bon, très bien. Je peux me aussi. Ça passera. Non, on n'est pas fermé. On commence par quoi, Dany? On va commencer par Amélie. J'appelle Amélie. C'est bien, je suis l'Émilie Star. Amélie Nothomb, écoutez, personnage assez connu quand même, particulière. Il faut quand même le reconnaître. On l'aime ou on l'aime pas, Amélie Nothomb. En général, on ne fait pas bouffe, c'est où je l'adore ou je l'aime pas. Ce livre-là, j'en avais lu 1 ou 2 d'elle, et puis La nostalgie heureuse, donc Amélie Nothomb, je suis tombée sous le charme. Vraiment, je suis tombée sous le charme. On sait qu'Amélie Nothomb, a priori, serait née au Japon, parce que si vous allez faire des recherches un petit peu sur le dieu Internet, on vous dit qu'elle est née en Belgique, on vous dit qu'elle est née au Japon. Là, elle assume être née à Kobe, à côté comment on dit, bref.
Non. Osaka. Osaka, tout simplement. On va citer les 4 villes japonaises qu'on connaît. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'elle a beaucoup voyagé puisque ses parents, son père était diplomate, il était consul. Elle a vécu au Japon a priori de sa naissance jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Elle avait une nounou japonaise qu'elle considérait comme sa mère. Elle est allée à l'école avec des jeunes japonaises. C'était la seule européenne à la peau très blanche, dit-elle. Et elle est tombée folle amoureuse de ce pays, puisqu'elle en dit quelque chose de très joli. Elle dit « Je plonge dans la foule. Tout ce qui la traverse me traverse. Je voudrais que cela ne s'arrête pas. Je suis une aspirine effervescente qui se dissout dans Tokyo. » Ça veut quand même dire à quel point elle aime ce pays. Et elle a fait ses études, parce qu'après ils sont revenus en Belgique, elle a fait ses études à l'âge de 20 ans. Elle est partie une seule année au Japon, elle est tombée amoureuse, elle a été fiancée, et du jour au lendemain, elle a fui le Japon. Pourquoi? Elle ne sait même pas elle-même. Elle est revenue, elle est devenue célèbre, j'en passe et des meilleurs, et elle est retournée 16 ans plus tard pour retrouver sa nounou, sa mère japonaise, se fiancer qu'elle a largué du jour au lendemain sans lui donner d'explication. Et elle décrit tout ça. Elle est allée le retrouver aussi? Non. Pardon? Elle n'est pas allée le voir quand même, lui. Si. En fait, c'est France 5, je crois, qui lui propose de faire un documentaire sur un pseudo-retour au Japon qu'elle accepte. Et elle en profite, elle essaie, après maintes péripéties, de retrouver le numéro de téléphone de ce monsieur XY. Alors, il y a tellement de noms qui se ressemblent. En plus, elle met un temps fou, mais elle finit par obtenir le numéro. Alors après, je vous en dis pas plus. C'est très émouvant parce qu'elle va retrouver cette fameuse nounou japonaise qui vit toute seule dans son appartement, abandonnée par ses enfants qui lui ont reproché de s'être trop occupée d'Amélie Nothomb. Sauf que elle le faisait aussi pour faire vivre sa famille. C'est très, très émouvant. C'est très fort, c'est très joli. Mais en même temps, le titre est bien choisi parce que c'est très joyeux. Donc, la nostalgie heureuse. Vous passerez un bon moment. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un paquet de cigarettes puisque c'est 6,10 €. Et vous pouvez le trouver dans toutes les très bonnes librairies et uniquement les librairies. On est bien d'accord. On est bien d'accord. On le redit, voilà, on le redit à chaque fois que vous achetez un livre on le trouve en à la poche. Fnac ou ailleurs, il y a 5%, donc allez dans les librairies Tout indépendantes. à fait, voilà. Et en plus, vous êtes toujours très bien renseigné. Qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui ont toujours un peu la flemme de lire, je le dis tout le temps, commencez par des petits livres, ça se lit très vite. Moi, je l'ai vraiment lu pendant... Vous avez un peu l'habitude. Oui, mais je l'ai lu très rapidement. La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb et un livre jeunesse. Alors, un livre jeunesse, un livre pop-up. Ah ouais, c'est ça. Un livre pop-up avec plein de petites fenêtres, plein de choses qu'on peut ouvrir. Enfin, il se passe plein de choses. Peu de texte dans les livres pop-up ou livres animés, un peu de texte. Mais moi, c'est ce qui me plaît aussi, c'est qu'en plus, ça permet de laisser l'ouverture aux enfants. C'est-à-dire que personne ne vous empêche de raconter votre propre histoire en partant des images. Alors, il y a plein de petites tirettes partout. Enfin, c'est assez... voyons, vous mettez tiré ici... Voilà, bon, je vais peut-être pas le faire. Ouais, non, je vais pas le casser. Alors, le seul problème de ces livres-là, c'est que c'est quand même assez fragile. Donc, vous pouvez pas les mettre entre les mains de tous les enfants. Faut quand même c'est de le garder. Voilà, non, mais qu'ils aient conscience de la valeur des livres déjà. On va pas le mettre, donner à un bébé de 6 mois, d'autant plus qu'avec celui-ci, il hurlerait peut-être un peu. Oui, c'est ça, le manoir hanté. Mais il en existe plein. Et alors, pour la petite histoire, rapidement, ces livres-là, ce style, pas exactement ça, bien sûr, existe depuis ça a été créé au Moyen-Âge. Ah oui, d'accord. Les livres animés remontent à très très longtemps et c'est assez intéressant sur le plan historique de voir l'évolution. Donc, des illustrations magnifiques. Là, vous y passez des heures. Moi, je l'ai testé sur un de mes petits-fils, il s'est éclaté, quoi. On y passe vraiment, même nous. Sandro Luca. Oui, il est plus grand, Sandro. Je connais. Sandro, je pense qu'il en ferait de la poudre de perlimpinpin. Il est encore trop jeune. Non, mais voilà. Là, j'en ai commandé un autre qui devrait être très joli aussi, même encore plus joli sur le plan illustration, sur plusieurs contes, dont Alice au Pays des Merveilles. Donc, je l'ai commandé, il faut que j'aille le chercher. Je pense que ça va être, aussi très sympa. Dans l'émission Le Manoir Hanté, mon livre pop-up aux éditions Usborne, des illustrations signées Fabiano Fiorin, si j'arrive à terminer. Et vous pouvez le commander, on l'a très rapidement. Donc, après, il y a des sites, allez voir, parce qu'il y a des
livres fabuleux. Le but, c'est d'aller faire les comment dirais-je, les chines, là, comment on dit, là, les foires quand on chine des trucs. Les brocantes. Voilà. Les vides-greniers. Les salons spécialisés. Voilà, on sent la fille qui a vachement l'habitude de le faire. Non, mais je pense qu'on peut peut-être trouver des petites merveilles comme ça, parce qu'il en existe des magnifiques et les Anglais sont très forts. D'accord. Merci beaucoup, Dany. Mon livre pop-up, Le Manoir hanté aux éditions Usborne et La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb. Vous pouvez aller voir Clélia Vega en concert le 11, 12 et 13 mai prochain dans le studio Marie L'Enfant, c'est rue des Fontenelles au Mans. La pérenne compagnie, elle, sera au théâtre de l'Écluse du 11 au 14 mai prochain pour un spectacle intitulé Madame facile à adorer, un solo sur scène interprété par Chris Goupil que nous avons rencontré ce matin justement lors d'une répétition au théâtre de l'Écluse. Madame facile à adorer, c'est un personnage qui va bien et qui prend le temps de tous les petits plaisirs du quotidien, du clin d'œil du soleil, à la feuille qui tombe, au chat qui passe, aux enfants qui lui font un petit coucou. Elle prend le temps de savourer tous les petits plaisirs en chantant. Parce que je trouve que quand on est heureux, on a toujours envie de chantonner. Donc plutôt que de chantonner, autant exprimer tout ce qu'elle avait envie de dire en chantant et du coup en ayant effectivement réfléchi, pensé les chansons pour que ce soit en plus comme un voyage dans des univers mélodiques variés. Elle trouve tous les bons côtés de la vie. Donc effectivement, dans sa solitude, elle n'est pas complètement seule puisqu'elle a les enfants qui passent, les chats qui viennent lui faire un coucou, les oiseaux qui passent. Et puis quand elle va à son travail dans sa boutique de fleuriste, forcément elle rencontre des gens. Donc elle n'est pas complètement seule. Après, elle vit seule, oui, mais c'est pas forcément négatif. Ça laisse du temps pour d'autres choses, d'autres rapports. C'est le préambule même du spectacle, de dire les gens heureux ont une histoire. Faut arrêter de se dire qu'il faut forcément raconter que des drames. On peut aussi prendre le temps de dire ce qui va. De même qu'on se dit que les enfants ils apprennent mieux si on prend le temps de leur dire là c'est bien ce que tu as fait, dans la vie, si on se disait de temps en temps ouais là c'est chouette, c'est un petit bonheur, ça fait du bien, ça fait du bien, voilà. Moi j'ai envie de ça aussi. On se fait happer par les choses négatives et tout d'un coup on se dit oh là 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 là, pause. Il y a forcément des trucs bien. Et alors depuis que je travaille sur Madame facile à adorer, j'ai un principe qui est que je dis que tous les jours, je veux un cadeau. Vous savez quoi ? Tous les jours, j'ai un cadeau. Des cadeaux, il peut y en avoir plein. C'est un passant qui traverse en vous faisant un magnifique sourire. C'est un cadeau. C'est, aujourd'hui, j'ai la télé qui vient me voir. C'est un cadeau. Et des cadeaux comme ça, si on se dit, ouais, c'est des cadeaux, ça illumine les journées. Alors que si on se dit, oh, il y a ça, forcément, c'est plus moche. Alors qu'en soi, c'est juste mon regard qui change. Clairement, le bonheur et la joie de vivre, c'est contagieux. Si vous voyez quelqu'un qui sourit, qui a la pêche, ça vous donne la pêche par rapport à quelqu'un qui fait la bouille, quoi. Il n'y a pas photo. Bonjour soleil d'été, tu es déjà bien réveillé. Le dernier train vient de passer. Alors elle hérite d'un violoncelle, elle n'a pas choisi cet instrument. Cet objet lui arrive, incongru, c'est quoi, ça marche comment, elle connaît pas, elle sait pas du tout s'en servir. Et du coup, ça aussi, ça va être chouette. Il va falloir apprendre, découvrir, avancer pas à pas, avec des moments où ça avance bien et des moments où ça n'avance pas. C'est le jeu de tout apprentissage et ça, c'est chouette aussi. Il va enrichir son univers mélodique petit à petit. Et du coup, il va permettre justement une ouverture. Peut-être que ça va l'aider à aller vers d'autres gens et peut-être qu'elle ne restera pas seule. Après, c'est la fin, chacun la met comme il veut. Les petits riens du quotidien, le plus souvent on n'en fait rien. On les néglige à notre insu. Et la poussière s'entasse. C'est un spectacle à partir de 3 ans jusqu'à plus soif. Clairement, les petits, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, il y a des choses qui vont zapper. Et c'est pas grave, c'est pas parce qu'ils comprennent pas tous les mots qu'il faut pas leur faire découvrir des nouveaux mots. De toute façon, ils sont habitués à en zapper des mots, les enfants. Donc voilà, ils vont en zapper quelques-uns. Et puis, du coup, ça fait que les parents, ils s'y retrouvent aussi. Il y a des clins d'œil sur des choses où c'est clair qu'il n'y a que les parents qui vont comprendre. Et tant mieux. Comme ça, il y en a pour tout un chacun. Il y a plein d'astuces à retenir.
bien que ce soit un solo, c'est vraiment un travail collectif. Au départ, c'est Christine Juteau, qui est danseuse, qui m'a offert une histoire. Voilà. Et de cette histoire, j'ai eu envie de faire un spectacle. Du coup, j'ai demandé à Christian Brouard de m'écrire des chansons. J'ai demandé à Gwenaëlle Lucas de m'aider à créer les mélodies de ces chansons. D'ailleurs, ça a fait des va-et-vient entre les mélodies, le texte, voilà. Et ensuite, arrivé sur le plateau, je trouvais ça difficile du fait d'être seule en scène, de ne pas avoir quelqu'un devant. Donc j'ai demandé à ma complice de toujours, Valérie Pourroy, de me diriger dans le travail. Voilà. C'est pas forcément évident de tenir ce personnage qui est tout le temps positif, parce qu'il faut trouver plein de petites variations, plein de changements de rythme. Sinon, on lisse et on s'ennuie. Et du coup, comment le bonheur, c'est plein de surprises. Et si on n'est pas attentif, on oublie de faire toutes ces petites cassures et du coup, il y a une monotonie qui peut arriver. Ce qui arrive moins, effectivement, avec un personnage dramatique où il faut toujours en rajouter. Là, il faut toujours trouver à varier parce qu'en soi, le sentiment, il change pas. C'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'ouverture. Et comment, dans cette même chose, on ouvre sur un panel, un kaléidoscope de possibles. Et il y a aussi, mais du coup, ça demande de fouiller aussi. Voilà, Chris Goupil, interprète de la Pérenne Compagnie pour ce spectacle Madame Facile à Dorer. Ce sera donc au théâtre de l'Écluse, théâtre national de quartier de l'Écluse, rue des Acacias au Mans, du 11 au 14 mai. Au théâtre, dans un autre théâtre de quartier, tiens, celui-ci, c'est le théâtre du Passeur, du 7 au 8 mai prochain. Exposition, lecture de textes, des textes d'Henri Pigache. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, vos photos, vos textes dans le théâtre du Passeur qui seront lus par Jackie Boiron. C'est un peu nouveau pour vous, l'écriture. La photo, ça c'est quelque chose qui vous connaît. La photo je connais, le texte moins. Mais les premiers, notamment Jackie Boiron, quand il a lu mon texte, m'a dit oui, c'est faut tenter le coup, on essaye. ça se lit, il y a des mots les uns après les autres, ça forme des phrases. Voilà. donc ça marche. Alors au début, il voulait que moi je puisse les lire, mais j'ai dit non, moi je suis photographe, je suis pas. Mais pas pour comédien. le coup, c'est vos propres textes. Vous auriez pu avoir envie aussi de les lire tout simplement pour une interprétation peut-être un peu plus, enfin, je vais pas dire vivante, mais personnelle. On verra avec le temps. Pour l'instant, on fait le test comme ça. Il y a un fil rouge sur ces textes et sur cette expo qui va être le voyage peut-être, Henri. C'est pas le trop voyage. réducteur. Les premiers textes que j'ai écrits des têtes de chapitre où je marquais le toit du monde, le bout du monde. Et je me suis pris au jeu comme ça à essayer de donner des qualificatifs aux parties du monde que j'avais pu traverser. Et au départ, j'avais envie d'emmener, j'espère, quelques personnes avec moi dans ces voyages-là. Puis finalement, on s'est concentré sur un voyage que j'ai fait particulièrement dans l'Himalaya. Et on va se tenir à cette balade sur le toit du monde. Combien de photos on pourra découvrir ? Parce que c'est pas facile de faire des choix. C'est jamais facile de faire des choix. Mais non, on n'aura pas beaucoup de photos à voir. C'est pour ça le terme exposition est pour moi assez restreint, puisqu'on va faire quelques images pour illustrer le texte, mais on va quand même s'intéresser davantage au texte. Alors le texte, puisque c'est nouveau, vous avez une écriture particulière. Vous avez essayé de faire comment pour justement que ce soit lu en plus par quelqu'un d'autre ? Moi, j'ai pas lu les textes. Je l'ai pas vu. J'ai souvent réfléchi à la question quand je pars en voyage de prendre des notes. En fait, ma prise de notes se fait avec les photos. Ouais. Avec le temps, je pense que les choses essentielles restent. Et peut-être qu'avec la maturité que j'espère avoir acquise un petit peu au fil du temps, m'ont permis de synthétiser tout ça, m'ont permis d'aller à l'essentiel, m'ont permis, je l'espère, pouvoir raconter les choses telles que je les ai ressenties, telles que je peux les analyser aussi. C'est un récit de voyage quand même. C'est un récit de voyage, oui. Mais je mélange un peu les rencontres que j'ai pu faire, les réflexions de personnel, surtout sur cette balade dans l'Himalaya, qui était un peu particulière, puisque c'était une expédition qui partait dans l'Himalaya pour nettoyer les camps de base à plus de 5000 mètres d'altitude. D'accord.
Donc c'est quand même particulier de se retrouver sur le toit du monde à jouer les éboueurs. Oui, et surtout, en plus, il faut, j'imagine, un bon physique pour aller sur l'Himalaya. C'est pas, non, mais je veux dire, c'est pas forcément évident d'aller faire des photos comme ça. On va le sentir aussi dans les récits, c'est-à-dire la fatigue, les rencontres que vous allez pouvoir faire avec les gens que vous avez rencontrés à 5000 mètres d'altitude. J'ai essayé, oui. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles je m'attache à la lecture faite par Jackie, parce que ça me permet aussi de prendre de la distance. Je pense que quand on raconte à la volée des histoires, on peut s'en mêler des pinceaux. Ouais. Le fait de l'avoir écrit, j'ai essayé de créer, pas du suspense, mais essayer que le lecteur ou l'auditeur puisse se poser des questions et après avoir la réponse, à dire oui, c'est pour ça qu'il parlait de telle ou telle chose. C'est une de vos plus belles aventures, l'Himalaya, Henri ? Non, j'ai du mal. Alors ça, c'est quand j'ai fait quelquefois des conférences, parce qu'avant de faire la photo, j'ai aussi fait des documentaires animaliers. Et j'ai du mal à parler de mes plus belles rencontres. Chaque rencontre est unique, chaque rencontre est extraordinaire. Alors, c'est vrai que pour faire plaisir, j'ai envie de parler de la rencontre la plus extraordinaire que j'ai pu faire, mais c'est pas forcément celle qui reste. Voilà, chaque rencontre pour moi est magique et j'essaie de me la garder et d'en faire partager aussi. Combien de temps vous êtes resté dans l'Himalaya ? Ah, c'est une bonne question. Alors, moi, la mémoire des chiffres et ça fait pas loin de 2 mois, ça fait, à peine 2 mois. Il faut compter déjà 15 jours de marche d'approche. Alors, ce métier de photographe, vous avez dit que vous aviez fait aussi des documentaires. Ce métier de photographe, les photos, on peut les retrouver où en dehors du passeur ? Je veux dire, c'est dans des revues spécialisées ou vous le faites là en tant qu'amateur ? Alors, j'ai malheureusement un site en cours depuis des années et à chaque fois je rencontre des problèmes techniques. Donc, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour les mettre en ligne. Malheureusement... c'est à titre personnel, ça que je voulais dire, que vous êtes allé là-bas ou c'est dans le cadre d'un reportage ? Non, c'était dans le cadre d'un reportage. À l'époque, j'étais président du jury du Festival du film de Grenoble. Et à cette occasion... j'ai été repéré puisque, en tant que président du jury, c'est parce que j'avais déjà réalisé des documentaires et on m'a demandé est-ce que vous faites que de l'animalier ou est-ce que vous partiriez à la montagne ? Je dis pas de souci. Il y a la grande différence entre justement le documentaire animalier, un reportage photo comme celui-ci avec. Alors, c'est quelque chose d'assez difficile à dire parce que j'ai bien senti que le fait d'avoir filmé ou photographié les animaux m'ont aidé, peut-être. La timidité faisant aussi le respect de l'autre, la réserve et ne pas aller comme un bourrin vers les gens. Donc, chercher cette rencontre. Et ça, je pense que ça l'a fait et j'ai eu des rencontres avec les gens de la même manière parce que j'étais sur ma réserve. J'attendais la bonne occasion pour faire cette rencontre et c'était intéressant. Voilà le récit de voyage d'Henri Pigache que vous pourrez découvrir donc au Théâtre du Passeur, rue de la Rivière au Mans, 7 et 8 mai. Les photos, mais aussi ces textes lus par Jackie Boiron qu'on embrasse et qu'on reçoit régulièrement ici dans le bocal local. Merci beaucoup Henri d'être venu. D'ici quelques instants, on va continuer de parler de théâtre avec un peu de cirque aussi, puis un peu de musique. La Smart Compagnie est en résidence à la Chaperie, nouveau lieu de création, nouveau lieu d'événements en Sarthe à Guescellard avec Fabrice Gervaise. On les reçoit d'ici quelques minutes.